L'idée, c'est plutôt de vous parler de ce qu'est ce territoire au cœur de l'Empire carolingien d'une part, et puis de ce qu'il est aussi dans sa situation un petit peu particulière entre trois capitales ou trois monstres de l'histoire carolingienne, à savoir Paris évidemment, ou Saint-Denis dans une moindre mesure, Soissons, quand même, qui reste la première capitale mérovingienne, je le rappelle, et qui est mésestimée de ce point de vue, et puis Compiègne, qui aurait dû être le nouveau Aix-la-Chapelle. Et donc nous, on se trouve qu'on est un peu dans la triangulation de ces trois pôles majeurs, et ce qui est intéressant, c'est aussi de voir ce que ça implique. L'idée principale à retenir, c'est que là-haut, vous avez Dagobert. Alors Dagobert, vous le connaissez à cause de la chanson, mais là, il nous intéresse peu pour ça. Ce qui est intéressant avec Dagobert, c'est qu'il est le roi neustrien qui... donc neustrien, c'est-à-dire théoriquement le roi de la partie occidentale des royaumes francs, mais qui réussit à faire l'unité pendant son règne. Entre 629 et 639, tous les royaumes francs sont réunis sous sa main. Il va mettre en place des protocoles de gouvernement, si vous voulez, qui vont lui survivre. Et comme c'est un bon mérovingien, il redivise le royaume entre ses fils. On va avoir deux manières très différentes de gouverner entre la Neustrie et l'Austrasie. La Neustrie, donc le territoire d'origine de Dagobert, va s'entourer de maires du palais qui sont choisis à chaque génération, désignés à chaque génération, mais indépendants à chaque génération. Alors que du côté des Austrasiens, on va avoir une mise en place d'un lignage de maires du palais. Ils vont être maires du palais de père en fils. Ils vont progressivement ne plus dissocier les deux, et les maires d'Austrasie, au bout d'un moment, vont réussir à devenir, sous Pépin II, Pépin dit de Herstal, à la fois maire d'Austrasie et maire de Neustrie. Charles le Chauve, petit-fils de Charles le Magne, va souhaiter une seconde capitale en lieu et place d'Aix-la-Chapelle. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que comme il est l'héritier de la Francia Occidentalis, théoriquement, il n'a pas pied en Lotharingie. Il se trouve qu'à partir de 768, il va pouvoir aller à Aix-la-Chapelle puisqu'il va hériter d'Aix-la-Chapelle étant donné que Lothaire meurt sans héritier. Mais il se dit que s'il y a partage à la génération suivante ou sous ses petits-enfants, la situation se reproduira et que donc le roi de Francie Occidentalis, le roi de ce qui va devenir la France, a besoin de sa propre capitale. Il va décider de lancer un projet de construction, mais alors là, vous avez devant vous un faux ami, typique de ce que font les chercheurs qui ne cherchent pas. Ils vous font un dessin d'un plan idéal, de carré, avec chapelle circulaire. Bon, là, on reconnaît la filiation avec Aix-la-Chapelle. L'opposition entre le grand bâtiment de gestion, l'église séparée par une cour intérieure, l'église circulaire pour partie avec une nef basilicale accolée, donc mélange de tradition presque byzantine, on pourrait dire, et romaine ancienne. Mais en réalité, le palais, il n'a jamais ressemblé à ça, pour la simple et bonne raison qu'on ne sait presque rien du palais, ou du début du palais carolingien de Charles le Chauve. Il est entièrement détruit au milieu du XIIe siècle, vers 1150, au profit de la construction d'un nouveau château par les rois capétiens, par Louis VII. Donc on ne sait rien du palais carolingien, si ce n'est ce que les quelques descriptions essayent de nous en dire. Par contre, on a un autre palais dans notre territoire, très important, mérovingien, mentionné dès Pépin, Pépin III, mais surtout, occupé par Louis le Pieux et un petit peu par parce que Charles le Chauve, avant de décider sa construction de Compiègne, je vous l'ai dit, venait souvent dans la vallée de l'Oise, et une des résidences qu'il semble avoir particulièrement affectionnée, c'est celle de Verberie. Et là, vous avez la vue du palais de Verberie de l'abbé Carlier. Donc l'abbé Carlier, c'est notre historien du Valois du XVIIIe siècle. Donc, lui, évidemment, il vous dessine ça comme s'il l'avait sous les yeux. Mais au moment où il vous le dessine, le palais de Verberie, il a eu un destin presque similaire au palais de Compiègne, c'est-à-dire que quand il le dessine, ça fait 700 ans qu'il a disparu. Mais pas de problème, il vous le dessine. Donc ça fait maintenant 200 ans, 250 ans, qu'on voit ce dessin partout. Alors on a même des versions jolies, regardez.